Bonjour à tous. Jusqu'à présent, nous avons vu le concept de vitesse de réaction en regardant précisément chacun des réactifs. On a parlé également de la vitesse générale de la réaction. Il est maintenant temps de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe en laboratoire du point de vue d'une vitesse moyenne et d'une vitesse instantanée. Pour t'introduire le concept, une vitesse moyenne, c'est évidemment par rapport à un temps moyen et à une distance moyenne habituellement. Donc, on va autant prendre en considération les moments où le conducteur serait allé plus vite que les moments où le conducteur aurait ralenti. Donc, quand on additionne tous ces petits moments-là, mais ça nous donne la distance totale divisée par le temps total de conduite et ça nous donne une vitesse moyenne. Donc, cette vitesse moyenne-là n'est peut-être jamais atteinte parce que des fois, on va très vite, des fois, on va moins vite. C'est donc une moyenne. C'est un peu comme un résultat scolaire. Tu n'as peut-être jamais eu 80 en chimie, mais tu as peut-être eu plusieurs 90, plusieurs 70. Donc, la moyenne de tout ça donnerait un 80. De l'autre côté, la vitesse instantanée, ça le dit, c'est à un moment précis. Donc, ce serait vraiment pendant une réaction chimique, par exemple, à un moment très précis dans la réaction. Évidemment, la réaction instantanée va générer, plutôt la vitesse instantanée va être très grande au début d'une réaction parce qu'il y a une grande disponibilité des réactifs. Donc, quand on veut que deux molécules se croisent, il y a beaucoup de possibilités que les molécules se croisent au début d'une réaction. Et plus la réaction avance, plus on s'attend à ce que la vitesse instantanée diminue parce qu'évidemment, il y a de moins en moins de réactifs disponibles. Donc, comment faire en laboratoire pour aller calculer une vitesse moyenne? Donc, dans un laboratoire, dans ce cas-ci, tu récolterais, par exemple, un gaz. Comment tu sais que c'est un réactif qui décroît? C'est assez évident ici au niveau du graphique. Tu as une quantité de base au temps zéro. Donc, dans ce cas-ci, une concentration de 2 moles par litre. Et évidemment, plus le temps avance, plus la concentration diminue jusqu'au moment où on pourrait dire que la réaction est terminée au point 0,4. On comprend donc que la concentration diminue. Ça veut donc dire que si on regarde pour une unité de temps, on serait capable d'aller voir la vitesse de diminution de cette concentration-là. Alors, si on te demande quelle est la vitesse moyenne de toute la réaction, dans ce cas-ci, tu irais te tracer une droite sécante. Donc, une droite sécante, ça veut dire qui coupe à 2 points. Le premier point, c'est avec le coordonné de temps 0. Dans ce graphique-ci, ça correspond aux coordonnées 0, 2. Et si c'était toute la réaction qu'on te demande, ton deuxième point serait le point 24, parce que tu vois que c'est la fin de la réaction. Donc, ta droite serait de 2 jusqu'à 24, 0 comme deuxième point. Dans ce cas-ci, on te demande d'aller prendre la vitesse moyenne dans un intervalle de temps 0,12. Donc, on se questionne quelle est la vitesse de la réaction pendant les 12 premières secondes. C'est la raison pour laquelle tu irais te tracer une droite entre le coordonné 0,2, qui est ton coordonnée initiale, et à la fin, au temps 12. Au temps 12, tu es à 0,2 mol par litre de solution, de concentration de solution. Évidemment, tu comprends qu'à travers le parcours, au début, vraiment, tu as une très forte diminution. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de réactifs qui sont présents. Donc, rapidement, ils vont devenir des produits. Mais plus la réaction avance, moins il y a de réactifs disponibles. Donc, plus trouver un autre réactif qui va nous permettre de réagir est complexe. Donc, ça fait en sorte qu'on a une courbe au lieu d'obtenir une belle droite comme celle-ci. Mais nous, on trace la droite moyenne, donc on fait la moyenne des vitesses. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est normal. Comme en chimie, tu as peut-être beaucoup de 90, beaucoup de 70, mais ta moyenne est de 80. Donc ici, tu vois que tu as beaucoup de valeurs qui sont différentes de ta pente. C'est normal, mais l'important, c'est d'avoir des valeurs moyennes. En mathématiques, tu utiliserais le concept delta Y sur delta X pour trouver la pente. Nous sommes en sciences, donc comme dans toute bonne transformation de formule, tu dois l'adapter. On aurait donc ici côté Y la concentration et côté X le temps.
Donc, ta pente, ou si tu préfères la vitesse, va devenir delta concentration sur delta temps. Donc, ici, c'est un réactif, donc delta concentration de réactif sur delta temps. Avec tes deux coordonnées sélectionnées. Donc, le premier, c'est le coordonné ici que tu as trouvé 0, 2. Et le deuxième, c'est le coordonné ici 12, 0, 2. Donc, tu es capable de faire une soustraction des delta concentration. Finale moins initiale toujours. Même chose pour le temps. Finale moins initiale. Tu trouves une valeur. Cette valeur-là est négative. Tu ne peux pas la mettre négative. Tu la transformes en valeur absolue parce qu'en chimie, il n'y a aucune valeur de vitesse qui est négative. Et tu complètes avec les unités. Donc, les unités sont ici représentées mol par litre et de l'autre côté, seconde. Donc, tu obtiens des mols par litre seconde comme unité finale. Maintenant, quand il vient le temps de calculer la vitesse instantanée, donc ça veut dire que dans la question, tu chercherais la vitesse à un temps précis. Ton premier réflexe, ça serait de dire, ben madame, on a la solution instantanée, c'est d'aller chercher le coordonné. Donc ici, on aurait le coordonné 12, suivi du point 0,2. Et pour certains élèves, on se dit c'est facile, on aurait juste à diviser 0,2 par 12 pour trouver la réponse. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça parce que par définition, la vitesse, on doit calculer une variation. Donc, si tu divises 12 par 0,2 ou plutôt 0,2 par 12, ce n'est pas une variation, c'est vraiment juste un point. Donc, tu dois aller te tracer comme tu le vois ici, une droite. Cette droite-là, elle va porter le nom en mathématiques de droite tangente. Une droite tangente, c'est une droite qui ne passe que par un seul point, celui qui est dicté dans la question. Donc, si tu veux avoir une droite tangente qui passe par le temps, la 12e seconde, tu dois t'arranger pour que l'inclinaison de la pente ne frôle que le point 12, ne touche que ce point-là. On veut avoir la pente la plus précise. C'est sûr que dans une solution idéale, tu pourrais faire un agrandissement et en faisant l'agrandissement, ben, tu permettrais de voir plus précisément si la séquence en mauve ici touche exclusivement au point 12. Par contre, dans la vie de tous les jours ou dans un examen, ben, c'est sûr que ça se peut que tu sois critique et que tu me dises, ben, regardez, madame, quand je vais tracer ma droite, ben, il se pourrait que ma droite, elle passe plus autour du point 0,8, qu'on arrive proche du 0 et qu'on aille autour du coordonné 16, 0 au niveau du temps. Je serais d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle, quand je vais t'évaluer pour une vitesse instantanée dans une droite tangente, je n'évaluerai pas ta réponse tant que ça, mais davantage ta démarche. Donc, l'objectif, comme je te dis, c'est de tracer une droite tangente. Donc, une droite tangente, c'est une droite qui ne passe que par un seul coordonné, celui que tu as choisi. Et après ça, lorsque la pente, elle est faite, eh bien, tu vas choisir 2 coordonnées sur celle-ci. Ça peut adonner que c'est le même. Si tu veux prendre le même coordonné, il n'y a pas de problème. Mais tu peux aller n'importe où sur la pente, te choisir des points. Idéalement, on choisit des points qui passent par des coordonnées précis. Donc, à ce moment-là, on aime bien ces valeurs-là parce que ça nous permet d'être plus juste dans notre variation de concentration sur variation de temps. Donc, je viens d'en parler. On fait le même calcul théoriquement en mathématiques delta Y sur delta X, mais ici, ça devient delta concentration sur delta temps et on obtient une vitesse instantanée qui va être vraiment révélatrice d'une variation parce qu'une variation, c'est dans le fond une soustraction finale initiale, alors que si j'avais pris un coordonné, je n'aurais pas de valeur finale ni initiale, je n'aurais qu'une seule valeur. Voilà, on finit avec un petit exercice récapitulatif. Donc, entre 3 instants, l'instant 1, l'instant 3 et l'instant 10 secondes, lequel est la vitesse la plus grande, eh bien, c'est l'instant numéro 1. Pourquoi? Parce qu'on voit que la pente est plus prononcée et plus abrupte. Si tu as de la difficulté à visualiser,
tu peux aller avec les coordonnées 1, 3 et 10. Puis tu vois que en faisant les différentes séquences, tu constates que clairement, la numéro 1 est beaucoup plus abrupte. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation de mol qui est beaucoup plus grande dans ce laps de temps-là, contrairement à la seconde numéro 3. Pendant la troisième seconde, tu as vraiment une concentration qui est plus petite et là, qui est quasiment négligeable rendue à la 10e seconde. Si tu as de la difficulté à le voir par rapport aux pentes, tu peux encore une fois le comprendre qu'au début de la réaction, c'est toujours plus agressif parce que tu as beaucoup de réactifs à ta disposition, alors que plus la réaction avance, moins tu vas retrouver de réactifs parce qu'il y a beaucoup de produits qui se sont déjà formés. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule t'a été fort utile. Je te souhaite une bonne fin de journée.